Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Rencontre. L'industrie spatiale chinoise connaît un développement rapide depuis quelques années, au point de faire de la Chine une puissance spatiale de premier plan. Début juin, 3 astronautes ont été envoyés dans l'espace à bord du vaisseau Shenzhou 14, propulsé par une fusée longue marche 2F. C'est le 9e vol habité chinois et le premier de la phase de construction de la station spatiale chinoise. Quelles sont leurs missions? Pourquoi l'humanité veut-elle explorer l'espace? Quelles sont les possibilités de coopération internationale dans ce domaine? Aujourd'hui, nous allons en parler avec nos invités, Madame Sarina, professeure à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing, Monsieur Bernard Galland, ingénieur aéronautique et spatial, et mon collègue Nicolas Hirosen, commentateur de CGTN français. Bonjour. 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 Bienvenue. Le lancement le 5 juin dernier du vaisseau habité Shenzhou 14 a été un succès et les 3 astronautes chinois sont entrés le 6 juin dans le vaisseau cargo Tianzhou 4. Ils resteront dans l'espace pendant 6 mois. C'est le 9e vol habité effectué par la Chine. Pour commencer, Madame Sarina, pouvez-vous nous rappeler brièvement le développement de l'exploration spatiale de la Chine? Si on parle de l'exploration spatiale en général, la Chine a commencé ce programme dans les années 50. Et à l'époque, la réalisation a pris beaucoup de temps, vu la Chine a un retard économique et technologique. Et c'était en 1970, on a réussi à envoyer notre premier satellite. Et depuis, au cours de 50 années, la Chine a rattrapé le retard avec des objectifs très précis, avec des programmes bien préétablis. Donc maintenant, si on parle de l'exploration lunaire, on a déjà envoyé un robot, une automobile sur la face cachée de la Lune. Avec Chang'e, on a rapporté les roches lunaires, les échantillons lunaires sur Terre. Et on a aussi, après les Américains, la deuxième à explorer la planète rouge, Mars, avec Rover. Et là, on parle de la mission, aujourd'hui, on parle de la mission Shenzhou 14, dont il s'agit du programme des vols habités et de la construction de la station spatiale chinoise. Donc, pour ce projet, pour ce programme, la Chine a envisagé un programme en 3 phases. Donc, la première phase, c'est d'envoyer les astronautes, euh, envoyer les taïkonautes dans l'espace et de procéder des vols habités de plusieurs jours à plusieurs personnes avec un retour en sécurité à une position déterminée. Et là, on a déjà on a déjà achevé cette phase. Et la deuxième phase, c'était une percée des technologies clés, donc pour réaliser une sortie extraterrestre, une sortie extravéhiculaire, et puis aussi l'arrimage de véhicules au rendez-vous, et puis envoyer Tiangong 1, Tiangong 2 de laboratoire. Donc, cette phase-là, on a aussi achevé avec Shenzhou 10. Et aujourd'hui, la mission de Shenzhou 14 s'inscrit dans la troisième phase. Donc, la troisième phase, c'est comment dire, de rassembler et de construire, d'achever la station spatiale chinoise. Voilà. Monsieur Galland, vous avez travaillé sur de nombreux projets internationaux dans l'aéronautique, mais aussi sur d'importants projets spatiaux comme la navette Hermès et le lanceur Ariane 6. Quelles sont vos impressions sur le développement aérospatial de la Chine? Eh bien, ce que je dirais, je trouve ça sensationnel qu'un pays comme la Chine se soit doté d'une politique aussi forte pour arriver à des résultats qui sont au-delà de ce qu'on pouvait même espérer, nous en Europe, quand on a lancé les programmes spatiaux. Vous êtes parti bien après nous et maintenant, vous êtes au même niveau que les États-Unis, hein. Alors, je ne parle pas de la Russie parce qu'aujourd'hui, les problèmes financiers de la Russie l'empêchent de continuer à faire des vols habités au sens d'une station, voire de vols habités vers la Lune, vers Mars. Mais la Chine
vous êtes au même niveau que les Américains, et ça dans un délai qui était quand même très très court. Euh, Si je compare à ce que nous avons essayé de faire en Europe avec la navette spatiale, parce que c'était des vols habités, et Ariane de l'époque, on a dû abandonner pour des raisons financières et même de limites technologiques. On savait qu'on avait des difficultés technologiques de, de matériaux en phase de rentrée. Parce que par rapport à la navette américaine, la navette européenne était beaucoup plus petite, et cet effet de mode Tessie faisait que les températures à certains endroits étaient à l'époque difficilement, on pouvait difficilement se protéger. Voilà. Tous les pays qui ont une stratégie ou une politique spatiale, tous sont autonomes en phase de lancement pour lancer au moins des satellites. L'Inde, le Japon, l'Europe, la Chine, bien sûr, la Russie et puis et les États-Unis. Mais seule la Chine et les USA vont être capables de mettre en orbite des éléments pour construire une station, voire même d'aller beaucoup plus loin. Et 3 astronautes font l'équipage de la mission Shenzhou 14. Ils ont plusieurs missions à effectuer. Tout à l'heure, Madame Sa a présenté tout simplement leur mission. Nicolas, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, bah alors, Sarina a expliqué un petit peu déjà ce qu'on attend un peu de cet équipage de Shenzhou 14, qui va rester donc 6 mois en tout hein, dans la station spatiale, dans le module Tianhe. Donc là, ça va être de préparer l'arrivée des 2 modules laboratoires qui sont Wentian et Mengtian. Donc là, en fait, pour l'instant, la station spatiale chinoise, elle est pas en fonctionnement total. C'est juste le module central, Tianhe. Et en fait, on attend que ces modules laboratoires se positionnent, s'arriment sur les côtés de Tianhe pour avoir enfin une véritable station spatiale digne de ce nom. Donc il y aura des expériences en microgravité, hein, puisque c'est un peu l'idée, c'est ça tout l'intérêt d'avoir une station spatiale, c'est de pouvoir mener des expériences en état d'apesanteur, ce qui est extrêmement difficile à faire sur Terre. On peut le faire seulement quand, par exemple, il y a des vols hyperboliques ou paraboliques, où là, l'avion qui tombe est en état d'apesanteur pendant quelques secondes, maximum une minute. Là, sur un laboratoire, enfin une station spatiale, là on peut mener des expériences pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sur voilà, par exemple les cultures de cellules, pour savoir comment les cellules peuvent se développer en état d'apesanteur. On peut aussi, ils vont faire des expériences sur des petites plantes, pour voir comment ces plantes hein, peuvent se développer aussi, croître. Il y aura aussi des expériences qui seront menées en dehors hein, du laboratoire grâce donc à ces 2 laboratoires. Il y a des bras mécaniques qui permettent un petit peu d'utiliser, voilà, de faire sortir des objets, de voir un petit peu la résistance au rayonnement cosmique. Donc ça, c'est pour voir là, pour mieux comprendre la résistance, puisque quand on aura des voyages plus longs, on aura besoin de savoir un petit peu les effets de ces rayonnements cosmiques, hein, ces rayonnements qui se trouvent dans l'espace. Et puis également des expériences au niveau médical pour savoir comment le corps humain se comporte en état d'apesanteur pendant plusieurs jours, semaines, mois dans l'espace. Donc savoir un peu comment voilà, ça évolue, le niveau, surveiller le rythme cardiaque, tout ce qui est aussi musculaire, hein, parce qu'on sait que quand on est en état d'apesanteur, évidemment, on ne sent pas l'attraction de la Terre, du coup les muscles, notamment dans les jambes, s'atrophient. Et à part leurs tâches scientifiques, on s'intéresse beaucoup au quotidien des astronautes. Et la nourriture disponible dans la station spatiale chinoise a toujours suscité l'intérêt du public. De quoi sont composés les repas des astronautes de la mission Shenzhou 14? Madame Sarina, pouvez-vous nous présenter un peu? D'accord, c'est une question très intéressante parce que on sait tous que les Chinois, nous, on est une population très très gourmande, très réputée grand gourmand, et on va pas décevoir nos taïkonautes chinois. Et cette fois-ci, pour la mission Shenzhou 14, on a préparé une centaine. Donc, d'après ce que j'ai appris, c'est à peu près 130 dips différents des plats. Donc, il y a des plats qu'on trouve quotidiennement à table dans une famille chinoise, comme le porc saudé avec des sauces piquantes, par exemple du poulet compant, du poulet impérial, etc. Et on a préparé 32 légumes différents, dont certains taïgonautes ont fait remarquer que même sur Terre, ils ne pourraient pas avoir des plats aussi riches.
Donc, et je pense que ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est on a aussi préparé des nourritures spéciales pour certains événements spéciaux parce que les astronautes, ils vont rester 6 mois, donc ils vont passer bientôt la fête de mi-août, la fête de mi-automne. Et après, ils vont passer le nouvel an chinois. Donc, on a préparé le gâteau de la lune, on a préparé des raviolis. On a aussi préparé des barquettes surprises. Donc, ça veut dire des barquettes avec des nourritures avec une couverture non transparente. Donc, on ne sait pas ce qui est là-dedans. Ça, c'est pour fêter les anniversaires des deux astronautes. Donc, parmi ces trois, il y en a deux qui vont passer, qui vont fêter leurs anniversaires dans l'espace. Et nous avons vu l'astronaute français Thomas Pesquet jouer du saxophone depuis l'espace dans la vidéo de passation entre les JO de Tokyo et de Paris. Et il est d'ailleurs, après cela, devenu la deuxième personnalité masculine préférée des Français. Nicolas, que pensent les Français de l'exploration spatiale? Bah, il y a un grand intérêt pour l'exploration spatiale du côté de la France. C'est vrai qu'on a une longue tradition aussi d'envoi d'astronautes dans l'espace. Aussi des collaborations avec la station spatiale, donc l'ISS. Donc voilà, il y a toujours cette admiration pour voilà, comme en Chine, on les appelle des héros, on appelle des explorateurs, des aventuriers, et qui sont là pour voilà, nous faire vibrer, nous faire découvrir des choses inattendues, incroyables et très belles aussi. Et de plus en plus, il y a, je dirais, un partage grâce aux réseaux sociaux maintenant, parce qu'on parle Thomas Pesquet avec le saxophone, il a pu le faire parce que maintenant il y a les technologies, des médias qui peuvent nous permettre de rester très en contact avec eux. Avant, c'est vrai que c'était par téléphone, ils recevaient un coup de téléphone de la base sur Terre et ensuite on communiquait avec eux, c'était un peu compliqué. Maintenant, tout simplement, ils peuvent prendre des vidéos de l'espace, voir des photos de la planète Terre et les partager tout de suite avec les réseaux sociaux. Du coup, voilà, il y a une vraie interaction, il y a un vrai échange et ça crée voilà, encore plus de sympathie avec ces astronautes, ces cosmonautes et ou ces taïkonautes, puisqu'en Chine aussi, il y a cet échange avec les réseaux sociaux. Et maintenant, voilà, Thomas Pesquet qui représente un petit peu voilà, la jeunesse, la sympathie, quelqu'un qui a à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et ça, c'est vrai que ça parle beaucoup à toutes les générations en France. Mais comment devient-on astronaute en France? Quels sont les critères de sélection? Quelles sont les principales étapes à franchir? Monsieur Galland? Alors, c'est très compliqué et difficile de devenir spationaute en France, enfin en France, dans le monde entier de toute façon. Alors, en France, on a eu une tradition au début, les premiers, Jean Chrétien par exemple, Patrick Baudry, les tout premiers spationautes français, les gens qui sont dans les stations spatiales russes et américaines, sont tous venus, étaient tous des aviateurs militaires. Alors pourquoi on prenait ces gens-là? C'est parce qu'ils avaient une formation intellectuelle et physique très poussée. Comme les combinaisons spatiales, les conditions d'environnement ont été beaucoup plus maîtrisées, on a su adapter l'entraînement et faire qu'on a ouvert progressivement la candidature de spationautes à des gens du public. Pardon, du public. Pour ça, on a vu Claudie André, une chercheuse, une intellectuelle qui n'était pas du tout pilote, pouvoir rester de longs mois, même à 2 reprises dans l'espace. Très peu de pays dans le monde sont capables de former des gens pour aller dans l'espace. En plus, ça coûte excessivement cher et c'est long. Alors, en France, il y a un corps des spationautes qui est géré par le Centre national d'études spatiales, le CNES, qui est l'agence spatiale française. Mais à l'ESA, l'agence spatiale européenne, c'est elle qui gère complètement tous les candidats qui peuvent venir de différents pays européens. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, enfin tous les pays qui peuvent prétendre à avoir un candidat et donc participer à des missions. Et il y a très très peu de places, il y a beaucoup de candidats, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. En plus, il faut être polyglotte. Il faut pouvoir parler plusieurs langues couramment.
avec la Ouais. construction de la station spatiale chinoise, je pense que la langue chinoise aussi, Ouais, il faut ça te apprendre le donne. chinois. Comme on a parlé de la construction de la station spatiale chinoise, Monsieur Galland, d'après vous, quel rôle la station spatiale chinoise va-t-elle jouer dans le domaine de l'exploration spatiale, comme la station spatiale internationale sera très bientôt mise à la retraite? Dans la mesure où prochainement seule la station chinoise sera opérationnelle, ça sera le seul endroit où les gens pourront faire des expériences de longue durée en apesanteur, qu'elles soient physiques pour le corps humain, comme pour des expériences chimiques, biochimiques, peu importe. Parce que on ne peut pas faire ça autrement. Et puis, ça permet de préparer des vols de longue durée. Donc, ça veut dire que la Chine aura une situation presque de monopole et donc très attractive pour tous les pays, y compris les Américains, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si les Américains demandent quelque chose, bah, ça sera étudié sûrement par les Chinois. Alors, côté de la France, il y a déjà eu des rencontres, des discussions entre des autorités françaises, et pas uniquement au niveau du président Macron, mais aussi au niveau de ministres ou d'agences. Donc, la position de la Chine est vraiment très confortable, je pense, dans le futur. Ça oblige les gens à parler entre eux, à discuter. Puis après, on verra bien comment tout ça se débrouille, mais ça ne peut être que gagnant pour tout le monde. La Chine est toujours ouverte à la coopération internationale en matière de l'exploration spatiale et est prête à accueillir les astronautes étrangers dans la station spatiale chinoise. 9 projets scientifiques internationaux de 17 pays ont déjà été approuvés pour l'expérience dans la station spatiale chinoise. Nicolas, d'après vous, pourquoi la coopération internationale est-elle importante pour stimuler le développement de l'exploration spatiale? Alors, déjà, M. Galland l'a bien expliqué, c'est-à-dire que la station spatiale chinoise va être bientôt la seule accessible pour mener des expériences en orbite. Pourquoi? Parce que ISS arrive en fin de vie et qu'il n'y a pas de projet pour l'instant de renouvellement encore. Donc c'est vrai que là, la Chine a vraiment un bon coup à jouer, je dirais, pour attirer toute cette coopération internationale. Et de toute façon, l'espace, ça a été toujours un lieu de coopération entre les pays, rarement d'affrontement. Évidemment, au moment de la guerre froide, il y avait cette rivalité entre les Américains et les Soviétiques. Mais depuis la fin de l'Union soviétique, c'est vrai qu'il y a davantage de coopération dans l'espace. Et c'est un peu, voilà, je dirais que c'est un peu en dehors de tous les problèmes géopolitiques qu'il peut y avoir, surtout en ce moment où il y a beaucoup de tensions. Les tensions se ravivent. Mais dans l'espace, c'est une sorte de havre de paix où les gens, les astronautes de différents pays peuvent venir et collaborer, coopérer. Et c'est beaucoup plus accueillant. Donc pour moi, c'est un espoir de voir que voilà, il y a quand même certains domaines dans l'intelligence humaine qui permettent un petit peu de cette collaboration avec tous les pays. Et la Chine a dit clairement elle était tout à fait ouverte pour coopérer avec différents pays. En 2018 déjà, il y a eu des rencontres de haut niveau entre des représentants de l'aérospatiale française et qui ont rencontré leurs homologues chinois. Il y a eu des collaborations pour des satellites, le lancement d'un satellite CFOSat d'océanographie qui a été lancé à partir du désert de Gobi en 2018. Il y a également un projet là je parle de la France avec la Chine, un projet d'un satellite qui sera mis dans l'espace pour étudier les sursauts gamma, donc ces grosses explosions dans le rayonnement électromagnétique gamma, donc extrême. Et également au niveau de la médecine spatiale, la France a également collaboré déjà avec la Chine pour les mini-stations Tiangong 1 et Tiangong 2. Et il y aura certainement davantage encore de partenariats, de projets d'études entre la France et la Chine avec cette station spatiale chinoise. Je pense qu'on peut être optimiste sur le fait que la Chine accueille vraiment la coopération de tous les pays pour essayer que tout le monde profite un petit peu de ces avancées technologiques. Et jusqu'à présent, quels avantages concrets ont été apportés par l'exploration spatiale à l'humanité? Et pourquoi l'humanité veut explorer l'espace? Madame Sarina, pouvez-vous nous partager votre point de vue?
Euh, Tout d'abord, je pense que l'espace pour les scientifiques, c'est un extraordinaire terrain de jeu pour vraiment voilà, comprendre le monde, comprendre l'univers, comprendre notre place dans l'univers et l'origine du système solaire, etc. Et deuxièmement, je pense que avec l'exploration spatiale, les scientifiques ils peuvent tester euh, les théories qu'ils ont établies sur Terre. Donc, ils peuvent valider ou invalider certaines théories, par exemple la théorie de gravité, par exemple l'évolution géologique des planètes, du système solaire, par exemple la dynamique des fluides, etc. Donc, et à part ça, je pense qu'autour de nous, il y a beaucoup d'innovations qui sont présentes, qui sont autour de nous, résultent de l'exploration spatiale. Euh, elles sont partout, elles sont partout, ou bien elles sont présentes dans beaucoup de domaines, comme tout à l'heure Nicolas a mentionné, dans la médecine, dans la biologie, dans beaucoup de domaines. Et on y trouve maintenant presque tous les jours au quotidien. Par exemple, les chaussures de sport à coussin d'air, ou bien la purification de l'air, ou bien je sais pas, le système, le recyclage de l'eau. Il y a beaucoup de choses qui viennent en fait de cette exploration spatiale. Et rappelons que les missions de Apollo, en fait, ils ont validé, avec les missions de Apollo, ils ont validé plus de 30 000 de brevets ont apporté plus de 30 000 de produits, de nouveaux produits sur le marché quotidien. Et alors, si on prend un exemple, si on voit ce qui se passe en Chine, c'est chaque fois on investit un yuan, un RMB dans les affaires de la conquête spatiale, on produira de 9 à 12 yuan sur le marché civil. Et par exemple, parmi les nouveaux matériaux développés maintenant en Chine, 80% résulte de l'exploration spatiale. Donc, je pense que sur cette liste des arguments, sur cette liste des causes pour lesquelles on fera l'exploration spatiale, on pourrait encore en ajouter beaucoup d'autres. Donc, en résumé, je pense que l'exploration spatiale, elle est indispensable pour l'avenir de l'humanité. En avril, l'entreprise américaine SpaceX a utilisé une fusée Falcon 9 pour envoyer quatre riches hommes d'affaires dans la station spatiale internationale. C'était la première mission entièrement privée, la première fois que SpaceX envoyait des civils dans l'ISS. Le prix du billet s'élevait à 55 millions de dollars. Monsieur Galland, quel regard portez-vous sur ce commerce spatial? Alors, c'est pas les premiers à faire payer à des civils l'accès à l'espace, puisque la NASA l'a fait, les Russes aussi, puisqu'ils ont fait payer très cher des tickets à des gens qui avaient les moyens d'aller dans la station spatiale, dans l'ISS. SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin, ce sont des très bonnes opportunités justement pour dynamiser ce secteur, le mettre en concurrence et faire en sorte qu'on trouve des solutions moins chères. Parce que le problème des monopoles américains, par exemple, ou européens, ou russes, peut-être même chinois, c'est que c'est des agences nationales qui tirent la technologie, le progrès sur des nouveaux sujets. Si je prends l'exemple de SpaceX, leur lanceur, c'est un lanceur très fiable parce qu'il utilise des technologies simples. Ils ont mis par exemple, le premier étage, il y a beaucoup de tuyères, il y a beaucoup de moteurs qui sont identiques. Et si on en perd un certain nombre, ça n'empêche qu'on peut quand même mettre en orbite. Vous voyez, et en plus, ils ont une technologie de récupération. Donc, l'approche qu'ils ont est une approche totalement différente de celle qu'on a connue, même sur Ariane. Aujourd'hui, Ariane n'est pas récupérable. La concurrence est une très bonne chose. Et puis, bah, de proposer un ticket à des gens qui ont les moyens de se le payer, pourquoi pas, ça rentabilise. Je dirais, comment dire, c'est, c'est le modèle commercial de ces sociétés privées. Vous voyez. Mais il faut reconnaître quand même qu'ils ont fait changer totalement la façon d'agencer une capsule. Vous avez vu comment sont installés les spationautes aujourd'hui quand ils vont avec
SpaceX par rapport à Apollo, ou par rapport à... C'est pas du tout rustique, c'est très confortable. Ils ont allégé les choses, ils ont repensé complètement le voyage spatial. Et ça, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une très bonne chose. Et Nicolas, que pensez-vous de cette tendance? Oui, oui, bah ça a été bien résumé. C'est vrai que ce côté de trouver des nouveaux moyens, une nouvelle efficacité, des nouvelles idées, rentabiliser. Et c'est vrai que les grosses agences il y a beaucoup d'argent. On est très dépensier. On ne récupère pas, on ne pense pas au recyclage. Et là, en ce moment, on est justement dans une époque où on doit recycler, on doit récupérer les matériaux. Et puis d'ailleurs, autour de la Terre, en orbite, il y a beaucoup de déchets en fait, hein. Peut-être qu'on l'ignore. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont en orbite et qui circulent. On parle souvent même de poubelles, hein, dans l'orbite terrestre. Il faut éviter ça, surtout que ça peut être dangereux aussi si ces petits objets percutent les stations spatiales ou une fusée qui est en route. Donc il faut repenser un peu la manière dont on voyage dans l'espace. Ces sociétés privées, pourquoi pas, ça fonctionne. Effectivement, elles ont des budgets plus réduits que les grandes stations, que les grandes agences internationales. Elles ont d'autres idées novatrices et également peut-être des visions, évidemment pour les années à venir, de colonisation, par exemple des planètes proches comme Mars, qui pourraient être, d'ailleurs c'est un peu l'optique, hein, avec SpaceX et Elon Musk, c'est d'aller dans les années qui viennent sur Mars pour pouvoir envoyer des astronautes sur Mars et les récupérer et que ça se passe en toute sécurité. Et bizarrement, il y a beaucoup d'énergie avec ces entreprises. Ce ne sont pas des petites entreprises, c'est des grosses entreprises. Mais donc, il y a moins de lourdeur, hein, bureaucratique, administrative qu'avec les grandes agences. Donc peut-être que ça sera peut-être eux qui iront sur Mars en premier pour déposer les hommes. C'est possible. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Mais j'ajouterais que Musk n'ira pas sur Mars tout seul, parce qu'il n'a pas les moyens financiers, c'est colossal les investissements. Comme il n'y aura pas une seule nation, ça ne pourrait être que de la coopération internationale. Pour mettre une base sur la Lune ou sur Mars, par exemple, hein, je ne sais pas quand ça pourra avoir lieu, il faudra que tous les pays dans ce domaine-là participent à leurs moyens, avec leurs moyens. Alors, il ne faudra pas qu'il y ait trop d'ego, il ne faut pas qu'il y ait un leadership d'une nation avec les autres qui sont dominés. Donc tout ça, ça va, à mon avis, prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver. Puis, de toute façon, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que faut pas croire que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent comme SpaceX, Virgin ou Blue Origin qu'on peut mettre en orbite des gens ou des satellites. Tout ça, c'est régulé par des agences qui certifient, qui qualifient la capacité de constructeurs à pouvoir, en toute sécurité, avoir un lanceur et mettre en orbite. C'est comme pour l'aéronautique. Il ne faut pas non plus que ça explose à chaque fois qu'on tire et que ça détruise des gens ou des biens sur Terre. Oui. Donc il y a une législation qui existe et celle-là, elle est internationale. Et donc SpaceX, Virgin et Blue Origin doivent être et sont soumises à ce genre de réglementation aussi, pas que les agences. C'était un peu pour rassurer, parce que bien souvent, quand on parle de sociétés privées, on a l'impression que ils ont de l'argent, ils font leur truc. Non, 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 c'est réglementé, on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Par contre, c'est vrai que le fait de la coopération pour aller par exemple, créer des bases sur la Lune ou sur Mars, mais il n'y a pas encore vraiment de législation. Est-ce qu'on va faire comme sur Terre, c'est-à-dire que chaque pays va dire, bon, cette zone-là, elle est à moi, celle-là, elle est à l'autre, et on va faire des interdictions de passage, ou alors est-ce qu'on va, au contraire, vraiment coopérer et dire, bon, voilà, c'est neutre, un peu comme ce qui était l'idée, c'est pour l'Antarctique, par exemple, essayer de créer un continent qui soit un peu neutre et qui soit accessible pour tout le monde, et pas le découper, le privatiser, le dire, voilà, cette partie, c'est à moi et c'est pas aux autres. Donc j'espère que dans le futur, on aura plus une coopération, voilà, quand on ira sur par exemple, notre satellite, la Lune ou sur Mars, essayer d'avoir une vraie coopération et pas une division où chacun va dire cette partie est à moi et limite on va faire la guerre pour une partie du territoire d'une planète. Voilà. Merci d'avoir participé à cette émission et merci pour vos commentaires. Merci Julie. Merci Julie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, j'espère. À bientôt. Plaisir. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.